Bonjour et bienvenue à 1 heure d'ici. Cette semaine, ce qui a marqué l'actualité, c'est bien sûr la présentation du nouveau pont de l'île d'Orléans et surtout son coût. En effet, lors de la conférence de presse tenue le 16 avril à l'Espace Félix-Leclerc, la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault, est venue présenter à quoi ressemblerait le nouveau pont et présenter une estimée des coûts globaux qui seront très élevés pour le construire. 2,75 milliards de dollars, ce qui comprend la construction du pont, les travaux d'approche au pont tant sur l'île d'Orléans que sur la rive nord dans l'arrondissement de Beauport, ainsi que la démolition du vieux pont. Le groupe sélectionné pour réaliser les travaux est Groupe Héritage Île d'Orléans. Mme Guilbeault est accompagnée pour l'occasion par le ministre responsable de la capitale nationale, Jonathan Julien, et des députés Karianne Bourassa et Jean-François Simard. Les coûts globaux de 2,75 milliards ont suscité plusieurs interrogations parmi les gens présents dans la salle. Rappelons qu'il y a 10 ans, avec le projet proposé par le gouvernement de Jean Charest, on estimait le coût de construction du pont à 400 millions. Selon la ministre, ce qui explique ces coûts élevés, c'est qu'il y a plusieurs contraintes techniques, dont le fait de placer une soixantaine de pieux dans le roc très profondément pour fixer la structure du pont, la présence d'un chenal de navigation utilisé par les plaisanciers, la présence d'une frayère à barret, le transport des matériaux nécessaires à la construction qui se fera par barge pour ne pas surtaxer le pont actuel, les marées, ainsi que le contexte économique fort complexe. On ne pouvait pas non plus défigurer le paysage avec 2 sites patrimoniaux près du pont, l'île d'Orléans et la chute Montmorency. La ministre mentionne également que l'ouvrage n'est pas fait seulement pour les 7 000 résidents qui habitent l'île, mais aussi que le tout soit sécuritaire pour les quelques 800 000 visiteurs qui viennent annuellement sur l'île. Et la construction est devenue essentielle pour maintenir le bon fonctionnement des activités agricoles et touristiques. Le nouveau pont aura une durée de vie d'une centaine d'années et viendra remplacer le pont actuel qui date de 1935. La structure comptera pour chaque direction une voie pour les autos, une voie d'accotement et une piste polyvalente. Avec cette conception, il semble bien que rien n'est prévu pour l'éventuel 3e lien. La date de livraison du nouveau pont est prévue pour 2028. L'annonce du 16 avril est vraiment la bienvenue pour les maires de l'île d'Orléans, notamment pour le maire de Saint-Pierre, Sylvain Bergeron. Bien, le projet, on le connaissait déjà que c'était un pont à Auban. Ça nous avait été annoncé en 2015. Maintenant, bien là, c'est plus concret. Étant donné que le contrat est signé, enfin, là, on peut vraiment se dire, OK, on a une date, on va avoir un nouveau pont. C'est maintenant concret. Donc, c'est une très grande nouvelle là, pour nous à l'île d'Orléans, évidemment. Est-ce que le prix vous a fait sursauter? Bien, je pense comme tout le monde, oui, les prix sont élevés. C'est les prix d'aujourd'hui qu'on nous dit, là. Est-ce que j'ai cru comprendre que pour 2024, au niveau du côté de l'île, il y aurait moins de travaux directement, comme par exemple ce qui s'est fait dans les 2 dernières années sur la côte du pont? C'est un peu ça que vous avez entendu aussi? Oui, effectivement. Bien, pour l'ensemble des projets, là, on va avoir des nouvelles au mois de mai, là, plus précisément en détail. Par contre, on savait très bien que les 2 dernières années, c'était là qu'il y avait beaucoup de travaux dans la côte. Les impacts là, étaient pour nos citoyens et tous nos touristes, bien évidemment, c'était surtout les 2 dernières années. Donc ça, c'est du passé, là, c'est réglé. Excellent. Bon, on va se jouer avec vous également. Grande attention et grand merci, M. Bergeron. Parfait, merci. Bonne journée. La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Karianne Bourassa, nous donne quelques explications sur le coût élevé des travaux. Il faut comprendre qu'il y a des difficultés techniques. Là, on l'a mentionné, j'en énumère quelques-unes. Les pieux doivent être ancrés, 58 pieux à 80 mètres de profondeur pour atteindre le roc. Il faut laisser un espace pour le chenal de navigation. C'est une demande de Transport Canada. Il y a également, on est obligé d'utiliser un pont à Auban parce que au niveau écologique, il y a des espèces marines à protéger. Il y a la faille sismique de Logan notamment qui est proche. Alors, il y en a beaucoup qui font des comparaisons avec d'autres types de ponts, mais ici, dans le Saint-Laurent, le milieu est très, très unique. Puis là, on exclut tout ce qui est construction, la surchauffe, la pénurie de main-d'œuvre, après la pandémie, les difficultés d'approvisionnement. Donc, il y a eu beaucoup d'éléments. Il faut quand même dire qu'on a choisi le plus bas soumissionnaire. Et tout à l'heure, la ministre l'a mentionné, le plus bas soumissionnaire était quand même près de 720 millions plus bas que l'autre. Alors, on est allé avec le plus bas soumissionnaire. C'est le coût du marché. Oui, c'est cher, mais on ne pouvait pas négliger la sécurité des gens de l'île. On a parlé d'un 2e scénario qui aurait peut-être amené un délai plus long. C'est une des raisons aussi qui a amené à aller avec
le choix de le scénario actuel? Moi, je me suis toujours opposée au fait de reporter le pont. Oui, il y a eu des discussions parce qu'on est un gouvernement pragmatique, c'est l'argent des contribuables, on doit analyser les deux options. Mais vous comprenez, en ce moment, le pont a atteint sa fin de vie utile, il n'est plus aux normes sismiques. Quand, et vous vivez sur l'île, on le voit, là, quand il y a des accidents, le pont doit être fermé complètement parce qu'il n'y a pas d'accotement. Les gens avaient besoin d'un nouveau pont. Les agriculteurs, leur charge est diminuée de 30 depuis maintenant 4 ans. Ici, on décidait d'arrêter l'appel d'offres. On repoussait de 3 ans l'ouverture. Donc, on dépassait 2030. Et ça mettait en jeu aussi la sécurité parce que le pont était de plus en plus vieillissant. Alors, imaginez qu'il y a un incident et que l'on doit fermer le pont totalement. Les conséquences humaines, les conséquences économiques. Il ne faut pas oublier que c'est 90 de terres agricoles ici. C'est le garde-manger de la capitale nationale. Il faut pouvoir exporter cette nourriture-là. Alors, pour moi, ce n'était pas une option. Mes collègues aussi en sont arrivés à la même conclusion. Puis là, on annonce le pont. J'ai cru comprendre aussi pendant la conférence et un peu avant avec les explications que c'est peut-être venu une idée de même ne pas faire ce pont parce que les frais étaient importants. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'idée et dire là, on doit y aller de l'avant quand même? Bien, en fait, c'est comme on a mentionné, c'est sûr qu'il fallait avoir un pont. C'est la seule entrée et sortie pour les gens de l'île. La chose qu'on s'est demandé, c'est est-ce qu'on arrête le processus et on retourne en appel d'offres, considérant que le montant est important, mais retarder de 3 ans le processus, retourner en appel d'offres, ça ne nous garantissait pas d'avoir un meilleur prix. Au contraire, l'inflation ne va pas arrêter. Alors, retarder de 3 ans, comme je l'ai mentionné, mettre une pression supplémentaire sur les agriculteurs, sur les résidents qui doivent vivre avec des inspections, avoir un pont vieillissant, donc plus de risques de fermeture. Est-ce qu'on était prêt à prendre ce risque-là pour quelques millions ou milliers de différences? Non, on a décidé qu'il fallait de l'avant avec ce pont-là. Pour 2024, du côté de l'île, il y aura sûrement des travaux qui vont se continuer. Quels seront les principaux travaux pour que les gens sachent ce qui va se passer durant l'été? Pour les résidents, pour les touristes, il n'y aura pas d'impact parce que tout va être acheminé par barge. Donc, il n'y a pas de matériel qui va passer sur le pont actuel, justement parce qu'on ne veut pas mettre de pression sur le tablier et la structure du pont. On ne voulait pas devoir diminuer encore les limitations de charge. Donc, tout va être acheminé par bateau et le pont va être construit 120 mètres à l'ouest, justement. C'est à l'est ou à l'est, ça? À l'ouest, c'est ça, de 120 mètres à l'ouest. Donc, c'est pour ça qu'il va être fait en parallèle à côté. Et par la suite, quand tout va être fait, on va détruire l'ancien pont. En fait, je voulais savoir, est-ce que cet été, pour 2024, il y a eu la côte du pont? Est-ce qu'il y aura une continuité de travaux qui vont se faire, par exemple, pour commencer à s'avancer tout près du fleuve pour la poursuite des travaux? Pas pour cet été. Là, cet été, on commence vraiment. Il va y avoir des explorations dans l'eau pour aller voir justement le sol et tout ça. Il va y avoir des analyses qui vont être faites. Après, ça va être la construction. Mais ça va être sûrement plus vers la fin que là, on va raccorder justement l'île et raccorder les échangeurs sur la Rive-Nord là, qui vont se joindre. Mais ça, c'est pas pour l'instant. Sur la Rive-Nord, vous en parlez, peut-être de voir est-ce qu'actuellement le projet est en lien avec ce que M. Julien avait annoncé avec le nouveau boulevard urbain. Est-ce que tout ça est en train de se préparer, de s'assembler également? Oui, bien, il faut savoir en fait que c'est 2 projets distincts, la construction du pont et la phase 4 de Samuel de Champlain, mais au final, ça va fusionner parce que c'est pratiquement au même endroit, donc les gens vont pouvoir venir marcher. Il va y avoir une piste justement multifonctionnelle où les gens vont pouvoir traverser, même aller en vélo, aller à pied, même sur l'île d'Orléans s'ils veulent. On va aussi être tout près des chutes, donc ça va vraiment développer ce pôle touristique-là. Ça va devenir vraiment intéressant. Vous l'avez sûrement vu, la phase 3 est tellement populaire à Québec présentement et bien, c'est ce à quoi on aspire pour la phase 4. Donc, je suis vraiment très fier de l'annonce aujourd'hui. Très fière, on a travaillé fort. Puis je suis contente que mes collègues aient entendu le cri du cœur des gens de l'île qui en ont besoin. T'sais, on dit toujours l'île, c'est 7500 habitants. C'est pas juste ça, là, c'est 800 000 visiteurs qui viennent aux pommes. On a tous déjà été aux pommes, on a tous été dans les vergers. C'est un endroit touristique important. Il y a des Européens qui viennent ici. Il y a des gens des États-Unis. On en croise tout le temps l'été. Alors, c'est un pôle touristique important, puis il faut le conserver. Un grand merci. On va surveiller avec grande attention les différents travaux au fur et à mesure. Merci. Merci beaucoup. François Blouin, le président de l'UPA de l'île d'Orléans, était aussi présent lors de la conférence de presse pour l'annonce du nouveau pont de l'île d'Orléans. On a pris quelques moments pour prendre ses impressions sur ce pont, mais aussi pour discuter avec lui de différents dossiers qui touchent l'agriculture. Tout le monde a été surpris, je crois, là. Ça peut paraître faramineux. C'est un montant qu'il faut qu'on répartisse sur... ils ont dit qu'il serait bon 90 à 100 années. Donc là, faites le calcul, là, ça ne sera pas si pire que ça. C'est un investissement.
Le Québec, c'est un grand territoire. Ça a été construit avec des liens comme des ponts, des ponceaux, des routes, des autoroutes. Là, ça nous en prenait un autre. Ce pont-là, c'est pas juste pour les 7-8 000 habitants, c'est pour sortir des centaines de millions de produits alimentaires qui vont servir à nourrir la population, là. Puis, des quelques centaines de milliers de touristes aussi, là. Et donc, ce qui est important pour vous, ça va être quelque chose de très intéressant. Enfin, il n'y aura plus de limite au niveau du tonnage. Ça va être un gros plus pour vous. Oui, bien, c'était un facteur limitatif aux infrastructures puis à l'expansion de certaines entreprises, je vous dirais. Là, on parle de 2028, là. Donc, on est en 2024. Il nous reste encore 4 grosses années de limitation de charges là, à supporter, là. Ça ne sera pas vraiment évident pour certaines entreprises, là. On parle surtout de la production de la pomme de terre, les céréales. Puis même les gens qui veulent entreprendre des grosses constructions, là, le béton, le transport nous coûte entre 25 et 30 de plus cher à l'année. On est toujours en période de dégel, donc on va avoir hâte à ce que ces 4 années-là vont être terminées, là, je crois. Est-ce que vous avez une peur qu'il y ait une limite encore davantage, cette charge-là, avec encore un 4 ans, comme vous dites? Bien, on s'est fait rassurant tantôt. Le ministère des Transports s'est fait rassurant. Là, ils entreprennent des nouvelles inspections. La mécanique, c'est toujours des boîtes à surprises. Des fois, là, on pense que ça va toujours bien, mais finalement, ça casse. Donc, on va attendre au mois de juin, juillet, là, les gens du transport nous ont dit qu'ils seraient capables de nous donner des nouvelles. Mais en tout cas, on se croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de limitation de charge et surtout pas de bris de service sur le pont, là. Un autre sujet qui a fait couler de l'encre la semaine passée, c'est entre autres toute la question de la francisation des travailleurs immigrants qui viennent, pas simplement sur l'île d'Orléans, mais pour tout le Québec. Vous avez dit, entre autres, que ça amène un surplus, donc encore du temps supplémentaire. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler avec les principaux dirigeants du gouvernement pour peut-être voir un allègement de ce côté-là? On n'a pas parlé au ministre personnellement. On a parlé à différents députés qui ont une très, très bonne écoute. Écoutez, c'est ni plus ni moins que de la paperasse supplémentaire, des contraintes supplémentaires. Entreprendre une francisation de travailleurs étrangers qui parlent seulement qu'espagnol, c'est voire impossible, là. Si on leur demande ça, je crois qu'ils feraient la même chose que les joueurs du Canadien de Montréal. Si on leur demande d'apprendre le français, ils vont aller travailler ailleurs. Maintenant, je prends un peu de temps parce que, vous-même agriculteur, je voulais vérifier avec un hiver particulier comme on a eu, peu de neige, un printemps qui semble hâtif. Est-ce que pour vous, ça change un peu la production? Est-ce que ça sera meilleur ou c'est encore un peu un point d'interrogation? Ça va dépendre bien sûr de la température durant l'été? Bien, c'est ça, c'est un point d'interrogation. Il y a eu moins de neige, donc les champs se sont découverts très rapidement, beaucoup plus rapidement que ce qu'on peut voir usuellement. Donc, la végétation va, comme on appelle dans notre jargon, débourrer. Ça va produire peut-être un petit peu plus tôt. Donc, il y a toujours des risques de gel printanier associés à ce genre de situation-là. On va suivre ça de proche. C'est pas alarmant. La seule chose, c'est ça, les gels printaniers et puis la production plus hâtive. Donc, il va falloir faire venir peut-être nos travailleurs étrangers un petit peu plus tôt. Là, on calcule peut-être 3 à 5 jours plus tôt que la normale. Et ça, c'est possible de le faire? Vous avez la génétique pour le faire? Il faut le gérer. Donc, là, on est en phase d'acheter des billets d'avion là, pour faire venir nos travailleurs là, fin avril, début mai. Et puis, par la suite, là, pour les fraises, là, début juin, là, il va falloir que pas mal tout le staff soit rentré, là. On parle de combien d'immigrants, grosso modo, de travailleurs immigrants qui viennent à l'île durant l'été? Ça, c'est une très bonne question. Il faudrait que je puise dans mes ressources là, de livres que je n'ai pas. Mais je parle pour vous. Ah, OK. Moi, c'est 45 travailleurs étrangers que je fais venir, qu'on fait venir du Guatemala. Mais il y a des fermes à l'île d'Orléans là, qui en ont tout près de 300. Là. Donc, c'est quand même un bon nombre, c'est un nombre important. Bien, on va surveiller un été particulier, mais on va surveiller, bien sûr, ce qui va se passer avec le nouveau pont. Un grand merci, M. Blouin. Merci à vous. Nous avons pris quelques moments pour discuter avec le préfet de la MRC de la Côte-de-Beaupré, Pierre Lefrançois, pour avoir ses points de vue au niveau du nouveau pont de l'île d'Orléans, mais aussi pour discuter de divers sujets.
On comprend que c'est un montant assez important. On parle de 2,7 milliards. Donc, mais j'ai compris aussi que ça comprenait l'aménagement autant du côté de l'île que du côté de Montmorency, aux limites de Bois-Châtel. Donc, c'est des coûts importants, mais on comprend que c'est plus une question de coût, c'est une question on doit le réaliser et le faire, procéder, parce que c'est un autre dossier qui traîne depuis des années et des années, qui avait été annoncé à plusieurs reprises. Là, je souhaite pour les gens de l'île et pour nous aussi que ce soit la bonne. Pour les travaux qui vont se faire un peu du côté de la Rive-Nord, est-ce qu'on vous a parlé peut-être de l'échéancier? Parce que là, bien sûr, on parle que l'échéancier final serait pour août 2028. Est-ce que vous avez déjà une petite idée à quel moment ça va se faire du côté nord? Non, on n'a pas d'idée. On a vu qu'ils ont commencé les approches du côté de l'île d'Orléans, mais pour ce qui est du calendrier des réalisations, on n'a pas été avisé encore. Mon collègue Benoît il me rappelait depuis tout le processus, on avait participé à des tables de concertation puis d'aménagement, de voir comment ça pouvait s'aménager. Donc là, on voit le résultat que ça fait partie justement des études qui avaient été faites, des tables de travail qui avaient été, des consultations. Fait que on espère que ça va bien aller, puis je pense que l'endroit est bien ciblé aussi pour les approches. Ça va être correct. Un des éléments qui touche un petit peu par la bande et qui en a parlé dans les dernières semaines, c'est M. Julien, le ministre responsable de la capitale nationale, qui a amené le projet de la 4e phase pour Samuel de Champlain, qui nous amène quand même de bons changements, un boulevard urbain pour Dufresne-Montmorency. Est-ce que vous avez été approché pour parler de tout ça, d'avoir un peu le point de vue des gens qui étaient à l'est de Québec? Non, on n'avait pas été approché, on n'a pas été avisé, mais par contre, là, présentement, on les a avertis. J'ai eu des contacts avec le bureau du ministre, je l'ai avisé, puis là, on m'a expliqué quand même que c'était quand même une phase d'annonce pour la promenade Samuel de Champlain, plus que pour les boulevards urbains. Mais le boulevard urbain, quand même, dans notre esprit, nous, ça partait d'Estimauville à la Ville de Québec, bon, à la Haute-Ville de Québec, correct. Mais la partie, en ce qui nous concerne, on trouve que c'est vraiment pas une bonne idée. Puis ça, je vais faire valoir notre point au ministre et justement notre député aussi, Karianne, on l'a avisé. Puis elle était d'accord aussi avec notre point de vue, elle comprend. Donc, dans les prochaines semaines aussi, je vais réaffirmer la partie de la Côte de Beaupré, c'est quoi notre intention, parce que quand ça a sorti à la table des maires, on s'est dit tout de suite, non, là, on va réagir, parce que là, c'est pas vrai qu'on va laisser aller de même sans être consulté, parce que l'autre bord de la rivière, de ce côté ici, c'est la Côte de Beaupré. L'autre bord, on comprend Montmorency, mais il y a quand même l'accès à la 40, la 440 aussi, qui est important pour nous. Donc, c'est sûr que le ministre a bien compris le message, puis on va officialiser notre démarche aussi pour être sûr, là, mais on est déjà en contact avec. Donc, vous souhaitez être partie prenante et d'être dans les pourparlers pour les futurs développements? Oui, les futurs développements. Puis aussi, je disais, bon, la promenade Samuel de Champlain, elle n'est pas obligée d'arrêter à Montmorency. Elle peut se poursuivre sur le territoire de la Côte de Beaupré. On a des projets en lien avec le fleuve, en lien avec nos parcs. Donc, ça peut faire partie d'un tout. On peut se rendre jusqu'à Sainte-Anne s'il faut, avec une promenade aussi. On fait partie de la capitale nationale. Donc là, je l'interpelle sur son titre de ministre de la capitale nationale aussi. Donc, ça va être à suivre, un dossier intéressant, mais qu'on va suivre de très près. Je prends quelques moments aussi pour parler avec ce qui touche à l'Ange Gardien. En fin de semaine, donc la fin de semaine du début avril, il y a eu, au niveau du chemin Lefrançois, on a dû refaire la route parce qu'il y a eu, ça avait carrément coupé. Est-ce que c'était assez rapide au niveau des travaux pour pouvoir remettre ça le plus tôt possible? Je pense qu'il y avait quelques 300 personnes qui étaient comme privées de route, j'ai bien compris. Oui. On comprend que le chemin Lucien-Lefrançois, c'est un chemin principal, bon, on a seulement un pour se rendre dans le secteur nord. On a peut-être d'autres accès qui sont non officiels, qu'on pourrait peut-être... on va explorer ça dans les prochaines semaines, mais il n'empêche que c'est un ponceau, qu'il y a eu de l'écoulement d'eau chaque bord du ponceau. Puis ça l'a affaissé la route. Donc, c'est arrivé dans la nuit, en début de nuit, vers 1h30 du matin. L'équipe des travaux publics est intervenue très rapidement, très efficacement aussi. Je les félicite, je suis très fier du résultat parce que de 2 heures, il y a eu une coupure du chemin de 2 heures environ à 6 heures du matin.
Donc, temps de mobiliser les gens, mobiliser tous les travaux publics. On a fait appel à une compagnie d'ESCO qui est venue rapidement nous aider. On a fait ouvrir la carrière parce que ça prenait du matériel pour renchausser le chemin. Donc, on a eu une bonne efficacité. On a eu les pompiers qui sont intervenus tout de suite, juste en termes de prévention. Donc, s'il y avait une urgence, ils pouvaient agir immédiatement pour aller chercher des gens, tout ça. Puis le lendemain matin, tout est réglé, tout était rentré dans l'ordre. Fait qu'ils ont été très efficaces, puis ils ont agi rapidement. J'étais très content. Et là, est-ce que vous avez des travaux à refaire pour le mettre comme il faut? Parce que vous avez dû faire quelque chose rapidement. Est-ce qu'il s'annonce des trucs là, pour le printemps? Oui, bien, dès lundi matin, les ingénieurs étaient là et les ingénieurs et la compagnie qui avait réalisé le projet, donc ils étaient là pour voir c'est où que ça avait manqué. Donc, on va avoir un résultat cette semaine et là, présentement, la circulation est sécurisée, tout est revenu à l'ordre. Il n'y a pas de pavage, mais quand même, là, le ponceau fait son utilité comme il se doit. Est-ce que vous avez à faire une petite vérification du chemin en général pour voir s'il y aurait peut-être d'autres endroits où il pourrait y avoir une problématique? Oui, bien, ils sont pas mal tous refaits, nos ponceaux en neuf. Donc, lui, c'est un particulier parce qu'on l'avait surdimensionné justement à cause qu'il y avait beaucoup d'eau en prévision des changements climatiques qu'on voit partout. Donc, ça, là-dessus, c'était bien fait, mais c'est juste qu'on a eu un problème technique là, pour chaque bord du ponceau. Il y a eu un problème d'érosion avec le surplus d'eau qui est arrivé au printemps. Donc, on va voir accorger la situation de façon définitive. Les autres ponceaux, tout est correct, ils ont bien fait le travail, ils sont bien faits. Donc, mais encore là, on fait tout le temps une surveillance préventive année après année. Maintenant, on est dans le centre communautaire, ici même à l'Ange-Gardien, nouveau centre communautaire. À l'extérieur, vous avez la piscine. Au niveau des travaux, est-ce que c'est presque complété ou il reste encore quelques petits éléments pour commencer l'été 2024 en beauté? Oui, on est dans la finalité de la piscine, des aménagements. Les deux parcs vont être aménagés prochainement. L'endroit est tout prêt. Il reste juste les modules à arriver et à être installés. Ça va se faire dans les prochaines semaines. La piscine va être en marche aussi. Il reste la peinture à faire et partir les équipements mécaniques. Donc, on est dans nos temps et un peu d'aménagement de terrain pour finaliser, là, mais ça va être prêt pour le début de l'été. On a entendu parler de méfaits qui ont été faits justement près de la piscine. Est-ce que ça vient retarder un peu ou ça, heureusement, il n'y a rien qui a été touché au niveau des équipements principaux? Non, il n'y a rien qui a été touché au niveau des équipements principaux. C'est malheureux parce qu'on a été victime de vandalisme. Par contre, tout le secteur ici, tout le centre, est doté de caméras. C'est affiché. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a publié justement on va dire les personnes qui les faisaient mal. Donc, on a publié, on les avait, mais on ne les connaît pas. Puis, grâce à l'aide de la population, on a pu les retracer. Donc là, c'est dans le dossier de la Sûreté du Québec. C'est un dossier qui est devant la Sûreté du Québec. On remercie les gens d'avoir participé, tout ça. Les dommages, c'est toujours, c'est pas agréable, mais en tout cas, ils n'ont pas débâti le site au complet. Là. On brisait un abreuvoir, tout ça, puis on essayé d'autres méfaits qui n'ont pas fonctionné. Mais notre système de caméra a très bien marché, puis on va toujours procéder comme ça parce que, écoute, c'est des endroits publics qu'il faut protéger et conserver pour le bien de tout le monde. On voit que les gens sont vraiment fiers de ce qu'il y a ici, donc ça a été rapide au niveau d'intervention des gens pour donner des noms, comme vous dites? Oui. On est capable de les retrouver assez rapidement. Donc, le message est lancé aussi. Puis, pour tous les endroits, nos places publiques, il faut les protéger. Puis, les gens, il faut qu'ils soient aussi interpellés. On a interpellé la population, voir si on pouvait. Puis, Côte de Beaupré, c'est pas grand, hein? Fait qu'on se connaît tous. Fait que on fait le tour assez rapidement. Puis, on a eu la bonne démonstration. J'étais fier, j'étais content de voir des gens qui ont répondu rapidement pour nous aider. On parle d'autres phases. Est-ce que ça, de ce côté-là, vous avez des nouvelles qui sont prometteuses ou qu'est-ce qui s'en vient pour finaliser le secteur ici? Oui, bien, c'est sûr que nos prochaines phases, la phase finale, un peu, c'est nous autres, on vit sur la patinoire, le réaménagement. Notre patinoire, les bandes, tout ça, c'est rendu en fin de vie. On a déposé au programme d'infrastructure récréative et sportive. Les annonces devraient se faire en juin, mais je ne sais pas si on va être retenu ou pas. Mais c'est sûr qu'il va falloir qu'on procède aussi parce que là,
c'est ça, on a étiré assez longtemps nos équipements, là, on ne dépense rien, donc on use jusqu'à la corde, comme ils disent, là, mais là, on est rendu à faire des nouvelles patinoires, des bandes et tout ce qui vient avec. Donc, comme vous dites, si nécessairement vous n'avez pas le financement pour faire le projet que vous aviez en tête, il y aura des rénovations à faire quand même pour l'hiver prochain. Oui. Ça ira peut-être pas à la vitesse qu'on veut, mais il va y avoir, c'est sûr, des actions qui vont être prises là, pour continuer le processus puis finaliser notre projet dans l'ensemble, ici, tout le réaménagement de l'espace communautaire et loisirs. Et M. Lefrançois, encore un plaisir. Un grand merci pour votre disponibilité. Merci, puis merci de vous être déplacé. C'est toujours un plaisir d'échanger.